Bonsoir à tous, bienvenue sur i24 News, c'est l'heure de votre journal des sports. Aujourd'hui un programme riche en performances et en belles images, alors surtout, restez avec nous, c'est parti. Et je vous propose de commencer cette émission par le scandale qui secoue le football français. Le président de l'Olympique de Marseille, Vincent Labrine, et les deux anciens présidents, Jean-Claude Dacier et Pape Diouf, ont été remis en liberté après leur garde à vue. Ils ont été entendus par les services de police concernant une enquête sur le transfert d'André-Pierre Gignac, transfert qui aurait servi à mettre en place un système de rétro-commission illégale. 15 personnes ont été placées en garde à vue dans cette affaire. Elles ont toutes été libérées et aucune charge n'a été retenue. Et dans l'autre affaire concernant les matchs truqués en Ligue 2, ça réagit de toutes parts. Selon le Canard enchaîné, Jean-Marc Conrad, président du club de Nîmes, aurait proposé lors d'un dîner près de 50 000 € pour que la deuxième équipe de Bastia perde face aux Nîmois. Antoine Emmanuelli s'est insurgé de ces accusations. Un dîner a bien eu lieu, mais il s'agit du coutume. Les veilles de match, la rencontre en question s'est soldée par un match nul 0 partout. Et depuis, Nîmes est resté en deuxième division alors que le CA Bastia a été relégué en national. On écoute tout de suite le président du club. Nous, à notre niveau, on a toujours disputé nos rencontres à la loyale, comme on dit, dans notre niveau à nous. Voilà, donc moi, j'ai pas l'habitude d'entendre ces discours-là. Tennis à présent, la Coupe Davis, ça se joue ce week-end. France-Suisse, la finale de cette Coupe Davis 2014, ça sera ça. Elle va se tenir dans un écrin hors norme avec une capacité de 27 000 places. Regardez le sujet d'avant-match proposé par Mathieu Topman et Michael Friedman. C'est l'un des trophées les plus prestigieux du tennis mondial. Pour certains, elle dépasse même le tournoi du Grand Chelem. La Coupe Davis est un rêve pour tous les joueurs de tennis professionnels. Et la finale de l'édition 2014 se joue ce week-end à Lille, entre la France, pays hôte, et la Suisse. Les Français sont arrivés fin prêt dans la ville nordiste. Avec 4 joueurs figurant dans le top 30 mondial, tous peuvent être décisifs. On est tous des leaders potentiels. Voilà, on a tous un caractère bien différent. Je crois qu'aujourd'hui, le groupe est vraiment homogène et c'est ce qui fait la force un peu de ce groupe. Si Joe Wilfried Tsonga aime à rappeler l'importance du collectif, c'est bien lui qui est sous le feu des projecteurs. À l'image de sa carrière, la saison 2014 du Français a connu des hauts et des bas. Il a subi quelques déconvenues, bien loin de ce que l'on attend de lui, mais il a aussi réussi à se surpasser, notamment lors de sa superbe victoire au Masters 1000 de Toronto, où il a éliminé successivement 4 joueurs du top 10 avant de battre Roger Federer en finale. Je me sens bien. Je ne suis pas en mesure d'expliquer ce que je ressens aujourd'hui parce que vous savez, c'est beaucoup de travail. C'est des moments difficiles, des bons moments aussi. Et enfin, je suis ici, j'ai gagné ce trophée et j'espère que ce n'est que le début. Mais vous savez, en tout cas, c'est un beau début. Sur un bon jour, Tsonga peut battre n'importe qui et il aura à cœur de le montrer face aux 25 000 supporters à Lille. Mais en face, les Français savent très bien de quoi sont capables Roger Federer et Stanislas Wawrinka. Une équipe composée des numéros 2 et 4 mondiaux a de beaux atouts à faire valoir, mais une équipe qui a comme capitaine Roger Federer peut facilement être qualifiée de favorite. Parce que c'est des super joueurs. Je pense que Roger aura vraiment envie de gagner cette coupe. C'est un des seuls trophées qui lui manque. Donc je pense vraiment qu'il va falloir arriver prêt. Et puis au-delà d'être prêt, il va falloir être persuadé que ces joueurs-là, on peut les battre. Et pourtant, coup de tonnerre à quelques jours de la Coupe Davis. Federer se blesse au dos à la veille de la finale des Masters de Londres. Je suis désolé de venir ici avec un costume et pas avec mes affaires de sport. Malheureusement, je ne suis pas en condition de jouer le match ce soir. Sur l'ensemble de sa longue carrière, le Suisse n'a déclaré forfait qu'à 3 reprises. Et celle-ci tombe au plus mauvais moment. Il a dû renoncer à affronter Novak Djokovic pour tenter de remporter un 7e Master.
Je ne pouvais pas jouer à mon niveau contre Novak. Ça serait devenu trop dangereux à mon âge de faire ça. Je suis sûr que Roger serait venu sur le court s'il avait pu jouer à son niveau. Je lui souhaite un très prompt rétablissement et j'espère qu'il pourra jouer à la Coupe Davis. Je sais que c'est très important pour lui. Toujours dans l'incertitude, Roger Federer a néanmoins fait le déplacement à Lille. Il a travaillé toute la semaine pour être présent dès vendredi aux côtés de ses coéquipiers. Du côté suisse, comme du côté français, on le sait, sa présence pourrait décider du sort de cette finale que tous les fans attendent. Et à savoir que Roger Federer est retourné à l'entraînement mercredi soir avec ses coéquipiers. Il a pu jouer normalement pendant une trentaine de minutes après quelques jours d'incertitude. On s'approche de plus en plus à une participation du numéro 2 mondial. Et justement, le tirage au sort des rencontres a eu lieu dans l'après-midi. Roger Federer sera aligné dès vendredi lors du deuxième match. Vous découvrez le tableau avec nous. C'est Joe-Wilfried Tsonga qui va ouvrir le bal face à Stanislas Wawrinka. Federer ensuite se mesure à Gaël Monfils. Et pour le double, Richard Gasquet et Julien Bento vont affronter la paire Marco Chiudinelli et Michael Lamer. À noter que Federer peut déclarer forfait jusqu'à 1 heure avant le début de la rencontre. Du suspense donc. Nous avons beaucoup parlé du Qatar en tant que pays organisateur de la Coupe du Monde 2022. Nous avions évoqué l'esclavagisme moderne, la corruption, rappelez-vous. Et bien malgré tous ces dossiers brûlants, la compétition aura bien lieu aux Émirats. Et malgré les critiques et la mauvaise publicité, le Qatar continue de recevoir des événements sportifs majeurs internationaux. Le football en 2022 donc. Et cette petite nation dans le Golfe Persique a été choisie pour recevoir les championnats du monde d'athlétisme en 2019. Sur toutes les lèvres, une seule question, est-ce la bonne décision? La réponse avec Michael Friedman tout de suite. Most organized is Doha. Les critiques du public envers la FIFA et le Qatar pour l'organisation de la Coupe du Monde 2022 n'y ont rien fait. Le petit Émirat continue sa conquête du sport et organisera les championnats du monde d'athlétisme en 2019. I'm sure that je suis certain que nous aurons à Doha une très belle édition de ces championnats du monde. Je suis convaincu que le Qatar est très engagé envers le sport pour développer leur pays. Et ils font les bons choix et ils vont rester sur ce chemin. La Fédération internationale a donc choisi Doha, la capitale qatari, pour accueillir la plus grosse compétition d'athlétisme en 2019, 3 ans avant la Coupe du monde de football. Un choix surprenant encore une fois. Le Qatar n'est pas connu pour sa tradition sportive. Autre problème, les ouvriers immigrés qui continuent de travailler dans des conditions déplorables. Mais les pétrodollars semblent être la réponse à tout. Nous nous engageons à organiser ces championnats du monde à un standard très élevé et cette compétition sera un point d'ancrage pour la Fédération internationale d'athlétisme pour son expansion au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. À en juger par le clip promotionnel de leur candidature, les Qataris ont l'intention de joindre le geste à la parole et d'investir beaucoup d'argent dans les infrastructures. Mais à quel coût humain ? Les ouvriers sont déjà submergés par la construction des stades de football et devront maintenant s'atteler à la construction des installations d'athlétisme. Autre question en suspens, les dates d'organisation. Ce sera fin septembre ou début octobre. Cette date est bonne pour tout le monde, pour les diffusions à la télévision, pour le calendrier de la Fédération internationale et les autres fédérations aussi. En octobre, la température en journée atteint facilement les 35 degrés. Bien loin des 50 degrés en plein milieu de l'été, mais un climat tout de même peu adéquat à la pratique du sport de haut niveau. Faut-il pour autant enterrer le Qatar ? Outre des problèmes de droits de l'homme, l'Émirat a développé une politique sportive digne de ce nom. 2013 a même été le théâtre d'une répétition générale, puisque Doha a accueilli les championnats arabes d'athlétisme, au cours duquel le Qatar a terminé en 5e position avec 4 médailles d'or. On est encore loin du niveau sportif de la Grande-Bretagne qui va accueillir les championnats du monde en 2017, de la Chine qui sera hôte de l'édition 2015 avec ses 6 médailles d'or olympiques, ou encore de la Russie, où Moscou a reçu le monde de l'athlétisme en 2013 avec notamment une médaille d'or de Yelena Isinbayeva en saut à la perche. Si le Qatar n'est pas et ne sera probablement jamais une grande nation du sport, le minuscule État entend bien atteindre un rayonnement planétaire par tous les moyens, quitte à parfois devoir entacher son image avec de nombreux scandales.
Et on va passer au sport mécanique. Et bonne nouvelle pour Jules Bianchi, le pilote de Formule 1 n'est plus dans le coma artificiel. Je vous rappelle qu'il avait été victime d'un grave accident lors du Grand Prix du Japon le 5 octobre dernier, lors d'une course qui avait lieu dans des conditions climatiques absolument abominables. Jules Bianchi a été rapatrié en France où il est désormais hospitalisé au CHU de Nice. Prudence quand même, car les conséquences de cette amélioration sont relatives. Sa situation reste toujours classée comme critique. Le monde de la Formule 1 s'y attendait, c'est désormais officiel. Ferrari a donc officialisé le départ de l'Espagnol Fernando Alonso à la fin de la saison et son remplacement l'année prochaine par l'Allemand Sébastien Vettel. Le pilote espagnol a passé 5 ans avec la Scuderia, avec qui il a décroché 11 victoires. Vettel quadruple champion du monde a signé un contrat de 3 ans et aura comme coéquipier Kimi Räikkönen la saison prochaine. L'avenir d'Alonso n'est toujours pas connu, même si la piste McLaren Honda semble la plus probable. Et puis on passe au dernier rallye WRC de la saison 2014 avec une visibilité réduite, une piste boueuse et puis des routes qui sont sinueuses. Une épreuve capable de nous faire tout perdre à chaque instant. Une compétition à l'image de la saison. C'est Sébastien Ogier qui a confirmé son statut de champion et Hirvonen de son côté finit à une belle 2e place. Le récit tout de suite, Samuel Calvo. Sébastien Ogier a montré toutes les facettes de son talent en signant un 2e succès consécutif au Rallye de Grande-Bretagne. Il confirme ainsi qu'il est bien le meilleur pilote du monde actuellement. Attaquant comme à son habitude, dès les premiers hectomètres de course, il a creusé un écart de cette façon il y a 15 jours en Catalogne où il avait déjà accumulé suffisamment de points pour empocher le titre de champion du monde 2014. Le Français au volant de sa Volkswagen n'a pourtant rien lâché jusqu'à la toute dernière seconde de course. Il a franchi les obstacles en conservant la pole position du début à la fin de ce rallye. Il est vrai que cette victoire est un peu la cerise sur le gâteau. C'est toujours bon psychologiquement de pouvoir finir l'année sur une victoire. En plus, il s'agissait d'un vrai rack avec des conditions piégeuses. On est content de les avoir déjouées et on peut partir en vacances, l'esprit tranquille. Derrière lui, le Finlandais Mikko Hirvonen participait à son dernier rallye avant sa retraite. Un résultat très émouvant pour le pilote qui sort vainqueur de l'intense bagarre pour la 2e place qui a fait rage durant la majeure partie de la course. Au volant de sa Ford Fiesta RS, Hirvonen termine élégamment avec 26 secondes d'avance sur Mats Ödsberg. Le Norvégien au volant de sa Citroën DS3 n'a pas démérité et confirme sa régularité. À seulement 27 ans, il s'installe confortablement dans le siège d'outsider pour la saison prochaine. Longuement en lice pour une 2e place, il y a eu également Chris Mickey qui a vu ses chances s'envoler lorsqu'il a glissé dans le fossé, endommageant les pneus de sa DS3. Après la domination pendant des années du brillantissime Sébastien Loeb, c'est encore un Sébastien qui excelle dans cette catégorie sportive. En tête depuis le départ du Wales Rally de Grande-Bretagne, le champion du monde Sébastien Ogier signe sa 8e victoire de la saison et atteint des sommets. En devenant double champion du monde, il rejoint le cercle très privé des grands de ce sport. Yes. Saison terminée, elle était longue. Et les pilotes ont découvert avec envie le parcours du Dakar 2015. 9000 km à parcourir en Argentine, au Chili, en Bolivie. Des candidats auront une équation supplémentaire à résoudre, trouver un rythme selon les jours. Changement de registre, il faudra changer les allures. Les concurrents devront avant tout se mobiliser pour leur capacité d'adaptation et la gestion de leurs efforts. Le départ est prévu le 4 janvier prochain. Et puis on termine cette émission avec de la boxe à Londres. Ils sont nombreux à chercher un défouloir après les longues journées de travail. Et bien le soir venu, ils enfilent leurs gants pour se défouler avec d'autres passionnés. Regardez les images. Le jour, Frank travaille dans un bureau à Londres. Il est l'un des nombreux cols blancs de la City. Mais en fin de journée, il enfile un costume bien différent, des gants et des chaussures de boxe. Comme beaucoup de ses collègues, Frank s'entraîne dans une salle juste à côté de son entreprise. Un bon moyen pour ces cadres surmenés d'évacuer les tensions. On passe d'un type de stress à un autre. Il y a le stress de tous les jours, au travail, à rester assis à son bureau, et puis le stress de savoir si on va se faire boxer, si on va boxer quelqu'un ce soir. Mais en fait, ça permet aussi d'évacuer notre stress. Mais ce soir, Frank est particulièrement tendu. Il participe à l'un des tournois amateurs les plus connus de Londres, devant une foule de spectateurs. Ce soir, on attend jusqu'à 1400 personnes. Ces mecs vont pratiquer un sport qu'ils ont toujours aimé et ils vont le faire devant tous ces gens. C'est un peu comme être boxeur professionnel le temps d'une soirée. Pas le moment de flancher. Frank monte sur le ring
prêts à en découdre. Les premiers coups sont échangés, les deux boxeurs se tournent autour. Ils virevoltent, cherchant une faille chez leur adversaire. Et quelques minutes à peine plus tard, c'est déjà fini. Franck remporte le match, devenu pour une soirée un héros. Bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour encore plus d'aventures sportives évidemment. Surtout ne zappez pas, restez avec nous sur i24 News. Et puis avant de nous revoir, soyez sages, n'oubliez pas que notre site internet est disponible pour vous 24 h sur 24, juste au cas où vous auriez envie de nous rejoindre. À demain.